Bonjour à tous. Première fois que je fais une conférence à Bracecamp. Merci. Je m'appelle Loïc Poulain, je suis développeur chez Indy. On est une société qui propose un SaaS pour faire la comptabilité des indépendants. Et à côté, je suis aussi créateur d'un framework Node.js pour créer des applications web qui s'appelle Faultier. Et aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous parler d'authentification et quelques idées fausses qu'on peut avoir sur certains aspects. Hop, alors bien sûr, il y a un petit effet démo. Voilà. Alors, avant de commencer, on va restreindre le périmètre et on ne va pas s'intéresser à l'authentification, par exemple, entre un serveur et une base de données ou entre deux serveurs. On va se concentrer sur l'authentification entre un client qui serait soit un navigateur, soit un mobile, et avec un serveur qui exposerait potentiellement une API. Pour parler de ça, on va commencer par différencier deux types d'applications. Alors, ce sont deux approches générales qu'on retrouve pour créer des applications web. On a bien sûr des variantes et des fois les systèmes peuvent un petit peu se mixer. On va avoir d'un côté les applications web dites traditionnelles ou régulières et de l'autre côté les SPA avec une API. Alors pour les applications web traditionnelles, donc c'est les premières applications web qu'on a eues. Toute la logique se trouve du côté serveur. C'est du côté serveur qu'on a la logique métier. C'est du côté serveur qu'on génère la vue avec des bonnes vieilles templates qu'on avait. Donc là, je crois qu'elle vient de Django, si mes souvenirs sont bons, où on générait la vue directement côté serveur et on renvoyait le contenu sur le navigateur qui n'avait qu'un rôle d'afficher la vue. Et quand on voulait se connecter, on allait sur une page. Alors je parle au passé, mais il y a encore des applications qui sont comme ça. Quand on veut se connecter, on donne ses identifiants. Si les identifiants sont mauvais, on rafraîchit la page et on affiche un message d'erreur. Si les identifiants sont bons, généralement, on effectue une redirection. Deuxième type d'application qu'on retrouve, c'est les single page applications, qui se sont développées avec quand on a eu besoin d'avoir des interfaces un peu plus riches côté navigateur, où là on a un côté serveur qui a une partie de la logique, et de l'autre côté on a le client, alors avec des frameworks comme Angular, React, Svelte ou Vue, qui communiquent avec une API. Et dans ces deux types d'applications, très souvent, quand on lit des articles de blog, on va retrouver une distinction entre les deux. Et on affirme souvent que sur les applications web traditionnelles, on va utiliser des sessions et que sur les SPA, les sessions, ça ne marche plus et on va utiliser des JWT. Et on a parfois l'impression que chacun de ces systèmes est inhérent à le type d'application qu'on essaie de développer. Et ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, on compare deux choses qui sont différentes. D'un côté, on compare une session qui consiste, en fait, c'est un état qu'on va maintenir entre deux requêtes d'un même client. Donc, on peut le retrouver entre un navigateur web et un serveur, mais on peut le retrouver aussi, par exemple, quand on a un serveur qui fait des requêtes à une BDD. Et de l'autre côté, un JSON Web Token, c'est juste un JSON qui a certaines propriétés standardisées et qui est encodé et signé. Et on reviendra sur ces notions après. Donc finalement, on compare souvent deux choses qui sont des choses distinctes. Alors, du coup, on va revenir. J'ai l'impression d'avoir sauté une slide. Ah ouais, il y a une slide qui a disparu. Bon, c'était juste une slide de titre. On va revenir à la notion d'authentification. Donc l'authentification, c'est deux choses. C'est répondre à deux questions. La première question, c'est de savoir quel est l'utilisateur qui émet la requête du client au serveur. Donc ça, on peut le faire, par exemple, en spécifiant un ID d'utilisateur. Et la deuxième question auquel on veut répondre, en fait, c'est s'assurer que l'utilisateur qui fait la requête est bien celui qu'il prétend être. Et une manière de faire ça, c'est d'envoyer un user ID et d'envoyer un secret, qui serait ici, par exemple, le mot de passe, à chaque requête, pour identifier l'utilisateur et prouver que c'est bien lui. Et ça s'appelle la Basic Authentication Scheme.
Mais cette architecture, elle n'est pas très pratique, déjà parce qu'on ne veut pas demander le mot de passe à chaque fois à l'utilisateur. On pourrait stocker le mot de passe, mais on n'a peut-être pas envie de le stocker temporairement sur le navigateur parce que c'est une information sensible. On n'a peut-être pas envie d'envoyer à chaque requête le mot de passe parce que là aussi, ça va être une information sensible. Et puis, il peut avoir potentiellement un coût côté serveur pour vérifier si le mot de passe est le bon au regard de l'ID utilisateur que le client nous envoie. Alors pour ça, on a une technique qui revient souvent, et consiste en 2 étapes. Durant la page de logging, on va envoyer les identifiants, mais ça peut être aussi tout un processus auth2 ou que sais-je. Et le serveur ensuite va créer une information T. Cette information T va décrire l'utilisateur, et cette information T va aussi prouver que c'est bien nous qui avons identifié cet utilisateur préalablement. Et ensuite, à chaque requête, on va renvoyer cette information dans la requête au serveur. Et pour mettre en place ce système d'information T, on va avoir principalement 3 architectures qui reviennent, que l'on va présenter ici. Alors, la première architecture, c'est celle où on va générer un jeton aléatoire. Alors, jeton, c'est token. On va générer un jeton aléatoire à partir du user ID. C'est-à-dire qu'on va en créer un, l'associer à l'identifiant de l'utilisateur, le renvoyer au client, et ensuite le client donc, va nous renvoyer cette information à chaque fois. Et le matching entre le user ID et le jeton aléatoire, il va être stocké dans ce qu'on appelle généralement un store. Et le store, il peut prendre différentes formes. Ça peut être très bien être un store en mémoire. Donc si on relance ou qu'on redéploie le serveur, on perd l'information. Ça peut être un store qui va être stocké, par exemple, dans une base de données SQL. C'est souvent le comportement par défaut de Django, Laravel et Fall. Ça peut être aussi stocké pour des raisons de performance dans un cache, type Redis. Et on peut également avoir des variantes dans un fichier. Et donc là, un attaquant, il ne peut pas simplement mettre, quand il va vouloir se faire passer pour l'utilisateur, en fait, le jeton a été généré de manière aléatoire et donc il ne peut pas deviner un jeton pour se faire passer pour l'utilisateur. Deuxième approche, c'est celle où l'information, ça va être le user ID qui va être chiffré. Donc, c'est-à-dire qu'on a le user ID, on a du côté du serveur une clé qui va nous permettre de chiffrer l'information et on va la renvoyer au client. Et le client, à chaque envoi au serveur, va nous renvoyer cette information chiffrée. Donc, ce chiffrement, il permet 2 choses. Il permet de garantir la confidentialité du user ID et de garantir l'intégrité du user ID. Confidentialité, le client ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. En soi, ça ne nous intéresse pas vraiment parce qu'en général, dans le navigateur, l'utilisateur sait qui il est. Et deuxième point, l'intégrité, c'est que personne ne peut modifier le user ID pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que là, si on n'a pas le secret, on ne peut pas générer cette information T. Et on en vient à la troisième approche, qui fait partie donc, des 2 approches qui vont vraiment nous intéresser avec la première. C'est celle avec une signature. Donc là, le serveur il va renvoyer le user ID et il va générer une signature à partir de user ID et d'une clé ou d'un secret qu'il a du côté serveur. Et cette signature, en fait, ça va être une preuve que c'est bien nous qui avons émis le user ID. Donc, c'est-à-dire que si jamais il y a un utilisateur, un attaquant, qui va modifier le user ID pour en mettre un autre, dès qu'on va vérifier la signature avec une de nos clés, on va se rendre compte que ça ne correspond pas au bon user ID, c'est-à-dire que cette signature n'a pas été générée avec ce user ID. Et donc, ce qu'on remarque, et ce qui est assez surprenant, c'est que dans chacune de ces architectures, on va retrouver la notion de session, puisqu'on maintient à chaque fois un état entre les différentes requêtes. Et la différence entre le premier cas et les 2 autres cas, c'est que dans le premier cas, on va sauvegarder cette information, cet état côté serveur, cet état, le user ID, et dans l'autre cas, donc on va appeler ça une session côté serveur, et dans les 2 autres cas, on va stocker cette information côté client. Et par abus de langage, on va dire qu'on a une session lorsque la session est stockée côté serveur, et on va dire qu'il n'y a pas de session lorsque la session est stockée côté client. Et de la même manière, on va parler de stateful quand il y a un état stocké côté serveur
et de stateless quand il y a un état qui n'est pas stocké côté serveur, mais côté client. Hop. Et donc, dans chacune de ces architectures, on va retrouver à chaque fois, il y a 3 grandes thématiques qui vont revenir. Il va avoir le stockage de cette information T côté client. On va avoir le moyen de transmission de cette information, soit du serveur au client lors de la première requête, soit du client vers le serveur lors des requêtes suivantes. Et on va également avoir une thématique de vérification de cette information T côté serveur. Et pour ça, à chaque fois, on a plusieurs options possibles. Côté client, on peut stocker l'information en mémoire. Donc, si l'utilisateur change de page ou rafraîchit la page, on n'a plus l'information, donc il est déconnecté. On peut stocker cette information dans un container qui s'appelle le local storage, ou on peut également le stocker dans un cookie qui va être un petit fichier texte avec un nombre limité de caractères. Au niveau de la transmission, là également, plusieurs possibilités. On peut très bien dire d'envoyer cette information dans le corps de la requête. On peut très bien envoyer cette information dans un header, donc par exemple l'autorisation header, ou dans un cookie, qui est en fait transmis par un en-tête. Et on peut aussi, mais de manière moins sécurisée, le transmettre comme paramètre d'une URL. Et ensuite, du côté serveur, là on va retrouver, ça va être spécifique à chacune des architectures. Soit on va déchiffrer l'information, soit on va vérifier la signature, soit on va faire le matching entre l'ID de session qu'on a et le user ID dans le store. Petit zoom sur les cookies, on a vu que c'était à la fois un moyen de stockage et un moyen de transmission. Alors, pour rappel, comment fonctionne un cookie ? Le cookie peut être totalement managé du côté serveur, c'est-à-dire que le serveur, quand il va authentifier la personne et qu'il va générer son information T, il peut très bien inclure dans sa réponse un header qui va s'appeler setCookie. Ici, la clé, ce serait session ID. Le navigateur, quand il reçoit ce header, il va stocker la valeur xx6 dans un cookie côté client. Et ensuite, quand il va réémettre une requête vers le même nom de domaine, il va inclure à chaque fois ce cookie dans un header. Et donc, là, le client peut très bien ne rien avoir à faire et c'est tout le serveur, en fait, qui va gérer le stockage. Hop, voilà, petite pause. C'est un paysage que j'ai pris cet été en randonnée. Donc, si vous trouvez où c'est, je vous offrirai un verre d'eau peut-être. Et donc, comme ça, on peut passer. C'est dans les Pyrénées, ouais. Ah merde. Tu as détruit la présentation parce qu'ensuite il y a d'autres landscapes qui arrivent et on se rapproche de l'endroit phare dans les Pyrénées. Donc on va faire comme si on n'avait pas deviné du coup. Bon, donc maintenant qu'on a vu la théorie, on va pouvoir aller voir certaines architectures d'authentification communes. Alors il en existe plein, on va juste zoomer sur quelques-unes. Mais avant ça, on va revenir sur la définition d'un JSON Web Token. Alors, qu'est-ce que c'est un JSON Web Token ? À la base, c'est juste un JSON qui, dedans, a certaines propriétés standardisées et d'autres qu'on peut rajouter de manière optionnelle. Et là, dans ce JSON, par exemple, on va stocker dans le sujet le user ID et on va spécifier également une date d'expiration. Alors là, ça doit être la date en millisecondes depuis le 1er janvier 1970. Et donc, on a ce JSON, on va l'encoder. Donc ici, on encode, on ne chiffre pas le payload, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clé qui rentre en jeu et n'importe qui peut décoder l'information. Et à partir de ça, on va prendre un secret, on va prendre un algorithme pour faire une signature, et en se basant sur ce secret, cet algorithme et le payload, on va créer une signature du payload. Et là, on commence déjà à voir qu'on va retrouver l'architecture avec un user ID et une signature. Et enfin, dernier point, pour savoir avec quel algorithme on a signé le payload, on va encoder également l'algorithme.
Et donc, ça va nous faire un joli jeton. Et donc là, ce qu'on retrouve, c'est que souvent, bien que ce n'est pas nécessairement le cas, l'information T dont on parlait tout à l'heure va prendre la forme d'un jeton, et donc c'est le cas par exemple des jetons de session ou des JSON Web Tokens. Alors, quand on parle souvent de l'architecture par session, côté application web régulière, on sous-entend la notion d'une session côté serveur, donc la première architecture qu'on a vue. Et derrière, ce qu'on entend, c'est au niveau du stockage, on va utiliser le système des cookies. Au niveau de la transmission, on va également utiliser le système des cookies. Et là, c'est le serveur qui, lui, derrière, gère tout parce qu'il inclut dans les headers la gestion du moyen de stockage et de la transmission. Dans ce qu'on appelle souvent dans les articles de blog l'architecture par JWT, dans les Single Page Applications, ce qui se cache derrière, c'est cette notion de user ID avec sa signature. Mais a priori, on peut très bien avoir cette architecture en JWT. Et puis derrière, ce qu'on va souvent retrouver, c'est que c'est directement la SPA qui va faire des requêtes, qui va ensuite stocker cette information, par exemple dans le local storage ou dans un cookie, et puis qui va retransmettre cette information dans un header. Et ce qu'on voit dans ces deux architectures, c'est que la première, elle n'est pas spécifique aux applications web régulières où toute la génération de la vue se fait côté serveur. Elle peut aussi s'appliquer dans le cas d'une SPA, puisque une SPA elle va avoir aussi des cookies. Et par contre, dans le deuxième cas, où on a système de transmission via un header, là, effectivement, il va falloir avoir du JavaScript, donc elle n'est pas applicable sous cette forme-là à une application web régulière. Du coup, petite pause haut. Et donc là, ces deux architectures qu'on peut retrouver souvent, des architectures qui sont souvent présentées dans des articles, mais il y a plein d'autres architectures possibles, et puis ici, on va en voir quelques-unes. On peut très bien imaginer d'avoir un système de session qui ne va pas être utilisé du tout avec les cookies. Il n'y a pas un couplage entre le mode de stockage et la transmission et le jeton de session. Mais on va avoir cette notion de server-side session. Et on peut très bien imaginer que ce jeton soit transmis via des requêtes Ajax, qu'elle soit ensuite stockée manuellement par le client et renvoyée via un autorisation header. Autre architecture possible, on peut très bien imaginer avoir ce système de stockage de nos JWT dans des cookies. Et là, pareil, cette architecture, elle serait aussi adaptée pour les applications web régulières, c'est-à-dire avec pas de JavaScript exécuté côté client, puisque à ce moment-là, le serveur peut stocker donc ces JWT stateless côté client en jouant sur les headers de retour dans sa réponse. Troisième possibilité, ça va être par exemple une architecture qu'on retrouve sur l'authentification avec un troisième serveur qui va s'occuper de la gestion des mots de passe, etc. Alors il existe plusieurs types d'implémentation en fonction des fournisseurs sociaux qu'on va utiliser. Donc fournisseurs sociaux, c'est fournisseurs d'identité. Là, on va en regarder un. On va avoir une petite navette Auth 2. Donc ici, on est dans le cas où on ne va pas avoir de secret client géré du côté de notre serveur ou autre. On va avoir, c'est juste un bouton souvent qu'on met dans notre SPA, type Auth 0 ou Google. On va faire un login, on va faire une petite navette de redirection avec, par exemple, Google. Et ensuite, ce serveur va nous renvoyer un refresh token qui va lui-même auto-manager dont le SDK qu'on utilise dans la Single Page Application va auto-manager la sauvegarde de ce refresh token. Et à chaque fois qu'on va vouloir émettre une requête authentifiée à notre serveur à nous, si ça fait longtemps qu'on n'a pas émis cette requête authentifiée ou si c'est la première fois, le navigateur va auto-envoyer ce jeton de rafraîchissement au serveur. Le serveur, donc là, excusez-moi, je fais un peu vite. Là, on peut très bien imaginer qu'il y a un concept de session qui est établi du côté du fournisseur d'identité. Et celui-ci va nous renvoyer un JWT
et c'est ensuite ce JWT qu'on va renvoyer lors de l'authentification à notre serveur. Et là, à ce moment-là, pour vérifier la signature, on va avoir besoin d'une clé. Et donc, il y a une opération qui est faite la première fois et de temps en temps, lorsqu'on veut rafraîchir le cache, c'est qu'on va aller demander du côté du fournisseur d'identité une clé qui va nous permettre de vérifier que le JWT a bien une bonne signature. Et donc là, du coup, nous, sur notre serveur, on n'a pas d'état à gérer. Donc deuxième landscape. Je pose plus du coup la question où c'est, mais peut-être quelqu'un reconnaît précisément où c'est dans les Pyrénées. C'est voilà, le cercle de Gaverny. Et du coup, il y aura quand même la troisième photo pour l'admirer. Et donc voilà, donc on a vu plusieurs types d'architecture. À partir de là, chacune de ces architectures vont avoir un nombre d'avantages et d'inconvénients qui va être contextuel à ce qu'on essaie de faire. Et donc, avant d'étudier certaines de ces architectures, on va prendre point par point un certain nombre de thématiques qui va nous permettre d'évaluer quel type d'architecture on souhaite. Donc, comme thématique, il va avoir le fait de vouloir lister les utilisateurs connectés et les appareils connectés, mobiles, ordinateurs, etc. Comme deuxième thématique, il va avoir la gestion de l'expiration des jetons et leur évocation. Comme autre thématique, il va avoir la facilité d'implémentation d'une telle architecture et l'expérience développeur. On va avoir aussi également des notions de scalabilité. On va avoir des cas où on va vouloir qu'on ait une validité du jeton interlangage et interframework. On va avoir des cas où on va peut-être utiliser un seul client ou plusieurs clients. Et aussi, on va avoir une thématique sur la protection du jeton, sa sauvegarde côté client. Alors, dans le premier cas, tout simplement, il y a un certain nombre de situations où on aimerait lister les utilisateurs qui sont actuellement connectés à l'application, ou tout simplement, pour l'utilisateur en question, lister l'ensemble des applications, des appareils sur lesquels il est connecté. Alors pour ça, dans le cas des sessions, c'est très facile parce que comme on maintient cet état côté serveur, on a la liste on va avoir la liste des utilisateurs et des appareils connectés. Alors imaginons qu'on stocke ces informations sous une table SQL. Eh bien, souvent, on a une colonne où c'est l'ID de session. On va avoir une colonne qui va nous dire à quel utilisateur est associée cette session. Et puis, on peut aussi imaginer avoir le user agent qui a été utilisé lorsqu'on a créé la session. Et ce user agent qui a un header qui est inclus dans les requêtes qui sont émises par le navigateur, souvent renseigne sur le type d'appareil qui a émis la requête. Et puis ensuite, des colonnes en plus qui nous servent, on va voir pour l'expiration après, mais aussi peut-être pour des activités d'audit, la dernière activité qu'a eu l'utilisateur en interagissant avec notre application. Hop, petite pause eau. Hop. La deuxième grande thématique, ça va être l'expiration des jetons et leur évocation. Lorsqu'on va générer cette information T, on veut que cette information T, elle ait une durée de validité qui soit restreinte dans le temps. Donc typiquement, pour plusieurs cas de figure, imaginons que je me connecte sur un ordinateur et qu'ensuite j'oublie de me déconnecter et que je pars ailleurs, je resterai connecté avec un temps infini. Si je me connecte quelque part et qu'ensuite je me déconnecte, on veut ensuite expirer l'information T pour qu'elle soit plus valide. Et également, s'il y a un attaquant qui, à un moment donné, vole mon information T, donc mon jeton dans ce cas-là, j'aimerais pouvoir annuler ce jeton. Et donc là, ça va être encore une des forces de l'utilisation d'une session côté serveur, parce que tout simplement, il suffit que dans notre table, si on a une table SQL, on supprime la ligne de la session, et automatiquement, quand on va recevoir une requête, on ne trouvera pas le matching entre le jeton de session et l'user ID, et donc l'utilisateur ne sera pas authentifié.
Dans le cas d'architecture juste JWT sans notion de session, donc une architecture user ID plus signature, eh bien ce qu'on va faire souvent, c'est que si on utilise par exemple un JSON Web Token pour matérialiser ce user ID et cette signature, on inclut souvent une période d'expiration, ça peut être de 15 minutes, au-delà de laquelle le jeton n'est plus valide. Et c'est lorsqu'on vérifie la signature, cette signature elle a été générée à partir de user ID et de la date d'expiration. Donc à ce moment-là, il faut qu'on gère l'augmentation de la durée de vie d'un jeton. Ça, on peut le faire du côté d'une session côté serveur, parce que quand on reçoit le jeton, là en base, on dit maintenant on remet 15 minutes à ce jeton. Lorsqu'on est sur un JWT, il faut régénérer un JWT pour pouvoir avoir une date d'expiration précise qui sera différente. Donc là, il y a toute une petite manivelle à faire. Autre point, c'est lorsqu'on va vouloir révoquer un JWT, ou donc un user ID avec une signature et une date d'expiration. Là, on a un problème parce qu'il y a principalement deux manières de faire. Soit on rajoute en mémoire, on a une blacklist pour blacklister un certain nombre de jetons. Déjà, il faut savoir quel est le jeton, donc il faut le régénérer. Et cette blacklist, en fait, elle réintroduit la notion de session côté serveur, puisqu'il y a un endroit où il va falloir stocker cette blacklist, partager potentiellement entre plusieurs serveurs, et donc, en fait, on réintroduit la notion de session. Le deuxième aspect, c'est, on peut faire un autre choix à la place des blacklists, c'est de révoquer le JWT en changeant le secret. C'est-à-dire que quand on vérifiera la signature, l'utilisateur, la signature sera incorrecte. Mais là, du coup, ça implique qu'on change le secret pour tout le monde et donc que tous les utilisateurs de l'application soient déconnectés. Et donc là-dessus, une architecture User ID signature a des inconvénients. Hop. Troisième point, ça va être l'expérience développeur et la facilité d'implémentation des différentes architectures. Et ça va être des points qui vont dépendre du framework que l'on va utiliser. Par exemple, lorsqu'on veut utiliser des sessions avec des cookies, souvent les frameworks traditionnels, c'est très facile de les utiliser. Si on veut utiliser des sessions en manipulant soi-même l'ID de session, en voulant le faire transiter par exemple par une autorisation header, etc., les frameworks les plus anciens, en général, offrent difficilement cette possibilité d'implémenter cette architecture. Donc là, il va y avoir des fois des limitations ou de la difficulté en fonction du framework que l'on utilise. Deuxième point, ça va être le hot reload en développement. Donc typiquement, quand on modifie un fichier et que ça relance le serveur, dans le cas des sessions, si on utilise Django, Laravel ou Fall, ça va parce que l'information elle est stockée par défaut dans la base de données SQL. Donc quand on relance le serveur, on a toujours l'information. Si on utilise du Node.js et par exemple le middleware Express Session, lui par défaut, il stocke l'information en mémoire. Donc à chaque fois qu'on a un reload, on perd l'authentification et donc il faut qu'on configure derrière manuellement pour pas qu'on ait ce problème. Donc le problème, c'est l'utilisateur qui se déconnecte lorsqu'on est en train de développer à chaque changement de fichier. Troisième point, il va avoir la gestion des requêtes core. Donc ça, typiquement, ça peut être agaçant lorsqu'on utilise les cookies, parce que dans les cookies, en développement, il arrive qu'on ait un serveur qui s'occupe de servir le front, on va avoir un serveur qui s'occupe de servir le serveur, enfin le back, quoi. Donc déjà, il faut gérer la redirection de port. Et puis des fois, ça ne marche pas quand on utilise le système d'authentification avec des cookies, parce qu'il faut inclure dans la requête un certain paramètre pour dire qu'il faut envoyer le cookie d'authentification en même temps. Quatrième point, ça va être la gestion du rafraîchissement et de l'expiration. En fonction de l'architecture, c'est soit fait automatiquement, soit il faut l'implémenter soi-même. Et puis, stockage côté client, écriture-lecture. Qu'est-ce que je voulais dire ici ?
Ah oui, c'est bon, je me souviens. Au niveau du stockage côté client, on a parlé de cookies, donc les cookies peuvent être setés directement depuis le serveur, mais on peut aussi écrire des cookies directement depuis le client en JavaScript. Et comme un cookie, ça a plusieurs attributs, des fois l'écriture et la lecture peut être assez agaçante parce qu'il faut gérer ce petit truc de parsing. Donc à ce moment-là, il faut rajouter une petite librairie ou un truc comme cookies sur Node.js. Hop. Donc ça fait quand même pas mal de points sur l'expérience développeur. Au niveau de la scalabilité, on va se retrouver donc cette situation qui est assez classique, où on va avoir un client qui va émettre une requête, qui va s'authentifier sur un serveur. S'il utilise par exemple un jeton de session sur ce serveur, donc il stocke en mémoire son authentification. Quand le client va réémettre une requête et que cette fois-ci, il va tomber sur le deuxième serveur parce que c'est celui qui a une charge qui est le moins utilisée, il va être marqué comme non authentifié. Donc dans le cas d'une utilisation par signature, c'est facile parce qu'il n'y a pas d'état qu'on gère côté serveur. Donc il suffit juste de vérifier la signature avec une clé qui est partagée par tous les serveurs. Dans le cas d'une session, il faut veiller à ce que le store soit séparé, donc pas dans un fichier sur le serveur, pas en mémoire, mais par exemple dans une base de données ou dans un cache séparé. Donc là, il y a aussi une petite gestion à faire, et donc le côté stateless avec la signature est un des grands avantages dans les questions de scalabilité. Autre point, je crois que c'est le 5e, mais je ne suis pas sûr, ça va être la validité de l'authentification interlangage et interframework. Donc imaginons qu'on ait un client qui va discuter en arrière avec plusieurs API. L'un c'est du Django Python, l'autre c'est du PHP Laravel, l'autre c'est du Node.Fall. Dans le cas d'une session côté serveur, très souvent, en fait, il n'y a pas un standard qui est bien défini et chaque framework va avoir son implémentation des sessions. Dans le cas d'une architecture User ID plus signature, on peut utiliser les JWT qui, là, sont un moyen standardisé de décrire le User ID, l'expiration et d'autres informations. On peut aller un peu sur des scopes ou des choses comme ça. Et donc là, c'est un truc standardisé. Donc chaque langage et framework va pouvoir utiliser ce standard. Encore un point, l'utilisation de l'authentification sur plusieurs clients. On peut très bien imaginer qu'on a une application qui est développée pour les navigateurs web, on a une application qui est développée pour les mobiles, et là, du coup, quand on veut faire une requête au serveur, mobile ou encore autre chose, de la IoT ou ce qu'on veut, là, en fait, le choix qu'on va faire d'architecture va influencer d'une manière positive ou négative cette architecture. C'est-à-dire que si au niveau de la transmission du stockage, on va utiliser par exemple un header autorisation, ça fonctionne partout. Si on veut utiliser un système où on set un cookie automatiquement depuis le serveur et ensuite ce cookie est retransmis sur le serveur, ça dans un navigateur ça marche. Dans d'autres plateformes, ce n'est pas forcément le cas. Hop. Et puis, dernier point, c'est sur la protection côté client. Alors ça aussi, il y a pas mal de choses qui sont dites sur le local storage vs cookie. Ce qu'il faut voir, un désavantage par rapport d'un cookie par rapport au local storage, c'est qu'on peut rajouter un attribut qui s'appelle HTTP only et qui empêche le client JavaScript de lire le jeton d'authentification. C'est-à-dire que dans le cas où c'est le serveur qui va setter le cookie, le serveur peut dire le client ne peut pas lire le jeton d'authentification. C'est que le navigateur, quand il va remettre une requête, qui va nous envoyer ce jeton, ce qui n'est pas le cas avec le local storage. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, on a une attaque XSS, donc on a une injection de script dans notre SPA, l'utilisateur peut quand même émettre des requêtes authentifiées. C'est-à-dire qu'on est déjà sur le site, donc toutes les requêtes qu'on va envoyer, elles ont, par exemple, si c'est stocké dans un cookie ou si c'est stocké dans un local storage, on va chercher dans le local storage, les requêtes vont être authentifiées. Par contre,
Si on n'a pas accès aux jetons d'identification, il y a un truc qu'on ne peut pas faire, c'est voler le jeton, l'envoyer à un tiers, et ce tiers ensuite vont utiliser le jeton pour émettre d'autres requêtes ou pour, je ne sais pas, si on a une clé faible sur notre information T, craquer la clé ou des choses comme ça. Hop, et ben, j'imagine que vous reconnaissez tous l'endroit. C'est le spoiler, c'est le cirque de Gavarnie dans les Pyrénées. Avec une vidéo, enfin une image 360. Hop, et donc c'était le dernier paysage. Alors donc du coup, en fonction de chaque architecture, on va retrouver des avantages et des inconvénients qui vont être intéressantes ou pas intéressantes en fonction de l'application qu'on veut développer. On va revoir deux architectures qui sont les architectures qu'on retrouve sur les blogs. Petite pause. Donc l'architecture par session cookie, qui est traditionnelle dans les applications web régulières, mais qui fonctionne aussi pour une SPA, moyennant quelques manipulations. Alors sur les avantages, c'est qu'on peut lister les utilisateurs connectés et les appareils connectés. Ça gère automatiquement en arrière-plan l'expiration et le renouvellement des jetons lorsqu'on réémet des requêtes. Et donc ça, on n'a pas à le gérer. Souvent, c'est le framework derrière qui va dire réétend le délai d'expiration. On peut gérer facilement la révocation. Donc, pratique quand on se fait, par exemple, voler son ordinateur et qu'ensuite on va se connecter sur son compte, je ne sais pas, GitHub, Google, etc. et qu'on va dire liste-moi les appareils et déconnecte-moi de cet appareil précis. On va aussi avoir une protection accrue du côté client si on utilise des cookies avec un HTTP only true. Et puis, on a aussi, ça c'est pratique, c'est que c'est le serveur qui s'occupe de toute la gestion de la transmission et du stockage côté client. Et la SPA ou l'application régulière n'a pas besoin de gérer ça de son côté. Au niveau des inconvénients, on va avoir au niveau de l'expérience développeur. Donc là, on va retrouver la notion que des fois, les cookies, ça passe pas très bien entre deux noms de domaine ou deux ports différents. Donc ça, il faut le gérer en modifiant souvent dans la librairie qui émet les requêtes, en passant quelques paramètres. Ça marche pas si derrière, on a des API avec des langages et des frameworks différents. Ça peut être compliqué à utiliser si on a une multitude de types de clients qui utilisent notre API serveur. Et comme on utilise des cookies, il faut inclure une protection CSRF supplémentaire. Et donc il restait des points. Donc là, je rehausse la voix. Également, au niveau du hot reload, si on a un framework qui stocke par défaut les jetons de session en mémoire, là, à ce moment-là, il faut écrire quelques lignes de code pour ne plus être désauthentifié à chaque fois qu'on rafraîchit le serveur. Et au niveau de la scalabilité, je mets ça entre parenthèses parce qu'effectivement, il faut penser à stocker les jetons de session dans un serveur dédié auquel toutes nos instances de serveur iront taper dedans. Ensuite, sur l'architecture JWT, Header Autorisation et Local Storage, parce qu'on va avoir comme avantage, on va avoir un peu une situation symétrique. C'est-à-dire que pour le hot reload en développant expérience, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Coarse request, on ne va pas avoir de problème avec les cookies. Ça va marcher si on a plusieurs API de différents frameworks ou langages différents. Ça va être adapté pour différents types de clients. Alors, je ne sais pas si... moi, je n'ai pas fait beaucoup de mobile, enfin, j'en ai pas fait du tout. Donc, je ne sais pas derrière, au niveau du stockage, qu'est-ce qui peut être utilisé. Au niveau de la scalabilité, c'est juste une signature, donc il faut juste la clé pour vérifier la signature, quel que soit le serveur. Et puis, en inconvénient, on va retrouver l'implémentation. Donc, ça dépend, mais ça peut être des fois un peu embêtant de devoir tout régénérer soi-même le JWT. On ne peut pas lister les utilisateurs qui sont connectés, ni les appareils. On doit gérer le renouvellement des jetons. La révocation est peut-être difficile à implémenter.
Et au niveau de la protection côté client, on est dans du local storage, donc on peut accéder aux jetons côté client. Et enfin, avec cette architecture, toute l'implémentation côté SPA va devoir gérer la réception du jeton, son stockage, sa réémission à chaque fois. Ok, donc en conclusion, ce qu'on voit, c'est que premièrement, l'opposition session et JWT, en fait, souvent ça cache deux choses. C'est d'un côté, on va avoir session côté serveur avec des cookies, et de l'autre côté, on va parler souvent, en fait, c'est l'architecture User ID Signature avec un JWT comme moyen standardisé de le faire, dans un header et avec un stockage local storage. Et ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, il n'y a pas une architecture dédiée pour les applications web régulières et une architecture dédiée pour les SPA. Il en existe plusieurs, et certaines peuvent être utilisées en fait, dans plusieurs cas. Par exemple, les sessions et cookies peuvent être utilisées très bien pour les SPA. Bien, je vous remercie de votre attention. Je m'appelle Loïc Poulain, je travaille chez Indy. On fait une solution de comptabilité pour gérer une solution SaaS pour gérer la comptabilité des indépendants, et on recrute. Ne vous inquiétez pas, la comptabilité, ça a l'air plus sexy que ça. Et puis à côté, je développe aussi un framework Node.js pour créer des applications web, FaultJS, depuis maintenant 4 ans. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis tout oui. Ou des remarques. Bonjour. Bonjour. Il est possible de stocker le JWT dans un cookie et de le transmettre dans un cookie. C'est une option que vous n'avez pas présentée. Pourquoi Comment ça le JWT, le serveur peut l'envoyer au client via un JWT, ce qui permet d'offrir la protection justement de ce token sans avoir les problématiques de le stocker en local storage. Vous ne l'avez pas présenté. Est-ce qu'il y a une raison ? Cette architecture-là donc oui, donc du coup, donc cette architecture-là, elle permet au serveur, que c'est le serveur qui émet directement la sauvegarde. Ouais. Ton token JWT peut être quand même assez gros, et en cookie, tu auras peut-être moins de place pour le stocker vu que tu auras plus de cookies différents. Je pense. Enfin, voilà. D'autres questions ? Ok, je pense que du coup, on va s'arrêter là. Merci.